Bonsoir à tous et bienvenue sur D8 pour un nouveau voyage au bout de la nuit, une nouvelle soirée littéraire. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi, tout va bien. Je vais donc vous poursuivre la lecture du Petit Chose d'Alphonse Daudet. Le Petit Chose est un classique de la littérature française. C'est un roman d'apprentissage en partie autobiographique publié par Alphonse Daudet, écrivain et auteur dramatique français en 1868. Ce livre a valu à son auteur le surnom de Dickens français. Nous avons eu 3 adaptations au cinéma. En 1912, Le Petit Chose de Georges Monca. En 1923, Le Petit Chose de André Hugon. Et en 1938, Le Petit Chose de Maurice Cloche. Nous allons donc poursuivre la lecture de ce livre. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. #VBN. Lâchez vos avis, vos commentaires, vos idées. N'hésitez surtout pas. Ou sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Nous allons poursuivre la lecture. Nous en étions donc au chapitre 10. Les mauvais jours. L'hiver était venu, un hiver sec, terrible et noir, comme il en fait dans ces pays de montagne, avec leurs grands arbres sans feuilles et leur sol gelé, plus dur que la pierre. Les cours du collège étaient tristes à voir. On se levait avant le jour aux lumières. Il faisait froid, de la glace dans les lavabos. Les élèves n'en finissaient plus. La cloche était obligée de les appeler plusieurs fois. « Plus vite, messieurs !» criaient les maîtres en marchant de long en large pour se réchauffer. On formait les rangs en silence, tant bien que mal, et on descendait à travers le grand escalier à peine éclairé et les longs corridors où soufflaient les bises mortelles de l'hiver. Un mauvais hiver pour le Petit Chose. Je ne travaillais plus. À l'étude, la chaleur malsaine du poêle me faisait dormir. Pendant les classes, trouvant ma mansarde trop froide, je courais m'enfermer au café Barbette et n'en sortais qu'au dernier moment. C'était là maintenant que Roger me donnait ses leçons. La rigueur du temps nous avait chassés de la salle d'armes et nous nous escrimions au milieu du café avec les queues de billard, en buvant un punch. Les sous-officiers jugeaient les coups. Tous ces nobles cœurs m'avaient décidément admis dans leur intimité et m'enseignaient chaque jour une nouvelle botte, infaillible, pour tuer ce pauvre marquis de Boucoiran. Il m'apprenait aussi comment on édulcore une absinthe, et quand ces messieurs jouaient au billard, c'était moi qui marquais les points. Un mauvais hiver pour le Petit Chose. Un matin de ce triste hiver, comme j'entrais au café Barbette, j'entends encore le fracas du billard et le ronflement du gros poêle en faïence. Roger vint à moi précipitamment. « 2 mots, monsieur Daniel !» et m'emmena dans la salle du fond, d'un air tout à fait mystérieux. Il s'agissait d'une confidence amoureuse. Vous pensez, si j'étais fière de recevoir les confidences d'un homme de cette taille, cela me grandissait toujours un peu. Voici l'histoire. Ce sacripant, de maître d'armes, avait rencontré par la ville en un certain endroit qu'il ne pouvait pas nommer, certaines personnes dont il s'était follement épris. Cette personne occupait à Sarlande une situation tellement élevée, vous m'entendez bien, tellement extraordinaire, que le maître d'armes en était encore à se demander comment il avait osé lever les yeux si haut. Et pourtant, malgré la situation de cette personne, situation tellement élevée, tellement, etc., etc. Il ne désespérait pas de s'en faire aimer. Et même, il croyait le moment venu de lancer quelques déclarations épistolaires. Malheureusement, les maîtres d'armes ne sont pas très adroits aux exercices de la plume. Passe encore s'il ne s'agissait que d'une grisette. Mais avec une personne dans une situation tellement, etc., etc. Ce n'était pas du style de cantine qu'il fallait, et même un bon poète ne serait pas de trop. Je vois que c'est ce que c'est, dit le Petit Chose d'un air entendu. Vous avez besoin qu'on vous trousse quelques poulets galants pour envoyer à la personne.
Et vous avez songé à moi. Précisément, répondit le maître d'armes. Eh bien, je suis votre homme, et nous commencerons quand vous le voudrez. Seulement, pour que nos lettres n'aient pas l'air d'être empruntées au parfait secrétaire, il faudra me donner quelques renseignements sur la personne. Le maître d'armes regarda autour de lui d'un air méfiant. Puis tout bas, il me dit, en me fourrant ses moustaches dans l'oreille, « C'est une blonde de Paris. Elle sent bon comme une fleur et s'appelle Cécilia. Il ne peut pas m'en confier davantage à cause de la situation de la personne, situation tellement... etc., etc. Mais ces renseignements me suffisaient. Et le soir même, pendant l'étude, j'écrivis ma première lettre à la blonde Cécilia. Cécilia, puisqu'elle est française. Cette singulière correspondance entre la petite chose et cette mystérieuse personne dura près d'un mois. Pendant un mois, j'écrivis en moyenne 2 lettres de passion par jour. De ces lettres, les unes étaient tendres et vaporeuses comme le Lamartine d'Elvire, les autres enflammées et rugissantes comme le Mirabeau de Sophie. Il y en avait qui commençaient par ces mots. « Oh, Cécilia, quelquefois, sur un rocher sauvage » et qui finissaient par ceci. « On dit qu'on en meurt. Essayons. » Puis, de temps en temps, la muse s'en mêlait. « Oh, ta lèvre ardente, donne-la-moi, donne-la-moi. » Aujourd'hui, j'en parle en riant. Mais à l'époque, le petit chose ne riait pas. Je vous le jure, et tout cela se faisait très sérieusement. Quand j'avais terminé une lettre, je la donnai à Roger, pour qu'il la recopiât de sa belle écriture de sous-officier. Lui, de son côté, quand il recevait des réponses, car elle répondait, la malheureuse, il me les apportait bien vite, et je basais mes opérations là-dessus. Le jeu me plaisait, en somme. Peut-être même me plaisait-il un peu trop. Cette blonde invisible, parfumée comme un lilas blanc, ne me sortait plus de l'esprit. Par moments, je me figurais que j'écrivais pour mon propre compte. Je remplissais mes lettres de confidence, toutes personnelles, de malédiction contre la destinée, contre ces êtres vils et méchants au milieu desquels j'étais obligée de vivre. Oh, Cécilia, si tu savais comme j'ai besoin de ton amour. Parfois aussi, quand le grand Roger venait me dire, en frisant sa moustache, « Sa mort, continuez. » J'avais de secrets mouvements de dépit, et je pensais en moi-même. Comment peut-elle croire que c'est ce gros réjoui, ce fanfan la tulipe, qui lui écrit ses chefs-d'œuvre de passion et de mélancolie? Elle le croyait pourtant, elle le croyait si bien qu'un jour, le maître d'armes triomphant m'apporta cette réponse qu'il venait de recevoir, à 9 h, ce soir, derrière la sous-préfecture. Est-ce à l'éloquence de mes lettres ou à la longueur de ses moustaches que Roger dut son succès? Je vous laisse, mesdames, le soin de décider. Éloquence des lettres, voyons. Toujours est-il que cette nuit-là, dans son dortoir mélancolique, le petit chose eut un sommeil très agité. Il rêva qu'il était grand, qu'il avait des moustaches, et que des dames de Paris, occupant des situations tout à fait extraordinaires, lui donnaient des rendez-vous derrière les sous-préfectures. Le plus comique, c'est que le lendemain, il me fallut écrire une lettre d'action, de grâce, et remercier Cécilia de tout le bonheur qu'elle m'avait donné. Ange qui a consenti à passer une nuit sur la terre. Cette lettre, je l'avoue, le petit chose l'écrivit avec la rage dans le cœur. Heureusement, la correspondance s'arrêta là, et pendant quelque temps, je n'entendis plus parler de Cécilia, ni de sa haute situation. Chapitre 11. Mon bon ami, le maître d'armes. Ce jour-là, le 18 février, comme il était tombé beaucoup de neige pendant la nuit, les enfants n'avaient pas pu jouer dans les cours.
Aussitôt l'étude du matin finie, on les avait casernés tout pêle-mêle dans la salle pour y prendre leur récréation à l'abri du mauvais temps, en attendant l'heure des classes. C'était moi qui les surveillais. Ce qu'on appelait la salle était l'ancien gymnase du collège de la Marine. Imaginez 4 grands murs nus, avec de petites fenêtres grillées. Ça et là, des crampons à moitié arrachés, la trace encore visible des échelles, et se balançant à la maîtresse poutre du plafond, un énorme anneau en fer au bout d'une corde. Les enfants avaient l'air de s'amuser beaucoup en regardant la neige qui remplissait les rues et les hommes armés de pelles qui l'emportaient dans les tombereaux. Mais tout ce tapage, je ne l'entendais pas. Seule dans un coin, les larmes aux yeux, je lisais une lettre. Et les enfants auraient à cet instant démoli le gymnase de fond en comble, que je ne m'en fusse pas aperçue, excusez-moi. C'était une lettre de Jacques que je venais de recevoir. Elle portait le timbre de Paris. Mon Dieu. Oui, de Paris. Et voici ce qu'elle disait. Cher Daniel, ma lettre va bien te surprendre. Tu ne te doutais pas, hein, que je fusse à Paris depuis 15 jours. J'ai quitté Lyon sans rien dire à personne, un coup de tête. Que veux-tu? Je m'ennuyais trop dans cette horrible ville, surtout depuis ton départ. Je suis arrivée ici avec 30 francs et 5 ou 6 lettres de monsieur le curé de Saint-Nizier. Heureusement, la Providence m'a protégée tout de suite et m'a fait rencontrer un vieux marquis chez lequel je suis entrée comme secrétaire. Nous mettons en ordre ses mémoires. Je n'ai qu'à écrire sous sa dictée et je gagne à cela 100 francs par mois. Ce n'est pas brillant, comme tu vois, mais tout compte fait, j'espère pouvoir envoyer de temps en temps quelque chose à la maison sur mes économies. Ah, mon cher Daniel, la jolie ville que ce Paris, ici, du moins, il ne fait pas toujours du brouillard. Il pleut bien quelquefois, mais c'est une petite pluie gaie, mêlée de soleil, et comme je n'en ai jamais vu ailleurs. Aussi, je suis tout changée, si tu savais. Je ne pleure plus du tout. C'est incroyable. J'en étais là de la lettre. Quand tout à coup, sous les fenêtres, retentit le bruit sourd d'une voiture roulant dans la neige. La voiture s'arrêta devant la porte du collège et j'entendis les enfants crier à tue-tête. « Le sous-préfet, le sous-préfet !» Une visite de monsieur le sous-préfet présageait évidemment quelque chose d'extraordinaire. Il venait à peine au collège de Saarland, 1 ou 2 fois chaque année, et c'était alors comme un événement. Mais pour le quart d'heure, ce qui m'intéressait avant tout, ce qui me tenait à cœur plus que le sous-préfet de Saarland, et plus que Saarland tout entier d'ailleurs, c'était la lettre de mon frère Jacques. Aussi, tandis que les élèves mis en gaieté se culbutaient devant les fenêtres pour voir monsieur le sous-préfet descendre de voiture, je retournai dans mon coin et je me remis à lire. Tu sauras, mon bon Daniel, que notre père est en Bretagne, où il fait le commerce du cidre pour le compte d'une compagnie. En apprenant que j'étais le secrétaire du marquis, il a voulu que je place quelques tonneaux de cidre chez lui. Par malheur, le marquis ne boit que du vin, et du vin d'Espagne, encore. J'ai écrit cela au père. Sais-tu ce qu'il m'a répondu? Jacques, tu es un âne. Comme toujours. Mais c'est égal, mon cher Daniel. Je crois qu'au fond, il m'aime beaucoup. Quant à maman, tu sais qu'elle est seule maintenant. Tu devrais bien lui écrire. Elle se plaint de ton silence. J'avais oublié de te dire une chose qui certainement te fera le plus grand plaisir. J'ai ma chambre au quartier latin, au quartier Lintin. Penses-tu? Une vraie chambre de poète, comme dans les romans, avec une petite fenêtre et des toits à perte de vue. Le lit n'est pas large, mais nous y tiendrons 2 au besoin. Et puis, il y a dans un coin une table de travail où on serait très bien pour faire des vers. Je suis sûre que si tu voyais cela, tu voudrais venir me trouver au plus vite.
Moi aussi, je te voudrais près de moi. Et je ne te dis pas que quelques jours, je ne te ferai pas signe de venir. En attendant, aime-moi toujours bien. Et ne travaille pas trop dans ton collège, de peur de tomber malade. Je t'embrasse, ton frère, Jacques. Ce brave Jacques. Quel mal délicieux il venait de me faire avec sa lettre. Je riais, je pleurais en même temps. Toute ma vie de ces derniers mois, le punch, le billard, le café Barbette me faisaient l'effet d'un mauvais rêve. Et je pensais, allons, c'est fini. Maintenant, je vais travailler, je vais être courageux, comme Jacques. À ce moment, la cloche sonna. Mes élèves se mirent en rang, ils causaient beaucoup du sous-préfet et se montraient en passant. Sa voiture stationnait devant la porte et je l'ai remis entre les mains des professeurs. Puis une fois débarrassée d'eux, je m'élançai en courant dans l'escalier. Il me tardait tant d'être seule dans ma chambre avec la lettre de mon frère Jacques. « Monsieur Daniel, on vous attend chez le principal. » « Chez le principal ? Que pouvait avoir à me dire le principal ? Le portier me regardait avec un drôle d'air. Tout à coup, l'idée du sous-préfet me revint. « Est-ce que monsieur le sous-préfet est là-haut » demandai-je. Et le cœur palpitant d'espoir, je me mis à gravir les degrés de l'escalier 4 à 4. Il y a des jours où l'on est comme fou. En apprenant que le sous-préfet m'attendait, savez-vous ce que j'imaginais ? Je m'imaginais qu'il avait remarqué ma bonne mine à la distribution et qu'il venait au collège tout exprès pour m'offrir d'être son secrétaire. Cela me paraissait la chose la plus naturelle du monde. La lettre de Jacques, avec ses histoires de vieux marquis, m'avait troublé la cervelle, à coup sûr. Quoi qu'il en soit, à mesure que je montais l'escalier, ma certitude devenait plus grande. Secrétaire du sous-préfet. Je ne me sentais pas de joie. En tournant le corridor, je rencontrai Roger. Il était très pâle. Il me regardait comme s'il voulait me parler. Mais je ne m'arrêtai pas. Le sous-préfet n'avait pas le temps d'attendre. Quand j'arrivai devant le cabinet du principal, le cœur me battait bien fort. Je vous jure. Secrétaire de monsieur sous-préfet. Il fallut m'arrêter un instant pour reprendre haleine. Je rajustai ma cravate. Je donnai avec mes doigts un petit tour dans mes cheveux et je tournai le bouton de la porte doucement. Si j'avais su ce qui m'attendait. Monsieur le sous-préfet était debout, appuyé négligemment au marbre de la cheminée et souriant dans ses favoris blonds. Favoris, donc, petite explication, c'est une touffe de barbe que les hommes sérieux et distingués portaient de chaque côté des joues, et souriant dans ses favoris blonds. Monsieur le principal, en robe de chambre, se tenait près de lui humblement, son bonnet de velours à la main, et monsieur Viotte, appelé en hâte, se dissimulait dans un coin. Dès que j'entrai, le sous-préfet prit la parole. « C'est donc monsieur, dit-il en me désignant, qui s'amuse à séduire nos femmes de chambre. » Il avait prononcé cette phrase d'une voix claire, ironique et sans cesser de sourire. Je crus d'abord qu'il voulait plaisanter. Et je ne répondis rien. Mais le sous-préfet ne plaisantait pas. Après un moment de silence, il reprit en souriant toujours. « N'est-ce pas à monsieur Daniel Essette que j'ai l'honneur de parler, à monsieur Daniel Essette qui a séduit la femme de chambre de ma femme ?» Je ne savais de quoi il s'agissait. Mais en entendant ce mot de femme de chambre, qu'on me jetait ainsi à la figure pour la seconde fois, je me sentis rouge de honte. Et ce fut avec une véritable indignation que je m'écriai. « Une femme de chambre, moi ? Je n'ai jamais séduit une femme de chambre. » À cette raison, je vis un éclair de mépris jaillir des lunettes du principal et j'entendis
les clés murmuraient dans leur coin. Quelle effronterie! Le sous-préfet, lui, ne cessait pas de sourire. Il prit sur la tablette de la cheminée un petit paquet de papiers que je n'avais pas aperçu d'abord, puis se tournant vers moi et les agitant négligemment. « Monsieur, dit-il, voici les témoignages fort graves qui vous accusent. Ce sont des lettres qu'on a surprises chez la demoiselle en question. Elles ne sont pas signées, il est vrai. Et d'un autre côté, la femme de chambre n'a voulu nommer personne. Seulement, dans ces lettres, il est souvent parlé du collège. Et malheureusement pour vous, Monsieur Viotte a reconnu votre écriture et votre style. » Ici, les clés grincèrent férocement et le sous-préfet, souriant toujours, ajouta « Tout le monde n'est pas poète au collège de Sarlande. » À ces mots, une idée fugitive me traversa l'esprit. Je voulus voir de près ces papiers. Je m'élançai, le principal eut peur d'un scandale et fit un geste pour me retenir, mais le sous-préfet me tendit le dossier tranquillement. « Regardez, me dit-il. Miséricorde. Ma correspondance avec Cécilia. Elles y étaient toutes. Depuis celle qui commençait « Oh, Cécilia, quelquefois sur un rocher sauvage » jusqu'au cantique d'action de grâce, ange qui a senti à passer une nuit sur la terre. Et dire que toutes ces belles fleurs de rhétorique amoureuse, je les avais effeuillées sous les pas d'une femme de chambre. Dire que cette personne d'une situation tellement élevée, tellement etc., etc. Décroter tous les matins les socs de la sous-préfète. On peut se figurer ma rage, ma confusion. Eh bien, qu'en dites-vous, Seigneur Don Juan? Ricana le sous-préfet, après un moment de silence. Est-ce que ces lettres sont de vous? Oui ou non? Au lieu de répondre, je baissai la tête. Un mot pouvait me disculper, mais ce mot, je ne le prononçais pas. J'étais prêt à tout souffrir plutôt que de dénoncer Roger. Car remarquez bien qu'au milieu de cette catastrophe, le petit chose n'avait pas un seul instant soupçonné la loyauté de son ami. En reconnaissant les lettres, il s'était dit tout de suite « Roger aura eu la paresse de les recopier. Il a mieux aimé faire une partie de billard de plus et envoyer les miennes. » Quel innocent, ce petit chose. Quand le sous-préfet vit que je ne voulais pas répondre, il remit les lettres dans sa poche et, se tournant vers le principal et son acolyte, « Maintenant, messieurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire. » Sur quoi les clés de M. Viotte frétillèrent d'un air lugubre, et le principal répondit en s'inclinant jusqu'à terre que M. Essette avait mérité d'être chassé sur l'heure, mais qu'afin d'éviter tout scandale, on le garderait au collège encore 8 jours, juste le temps de faire venir un nouveau maître. À ce terrible mot, chassé, tout mon courage m'abandonna. Je saluai sans rien dire et je sortis précipitamment. À peine dehors, mes larmes éclatèrent. Je courus d'un trait jusqu'à ma chambre en étouffant mes sanglots dans mon mouchoir. Roger m'attendait. Il avait l'air fort inquiet et se promenait à grands pas de long en large. En me voyant entrer, il vint vers moi. « Monsieur Daniel, me dit-il, et son œil m'interrogeait. Je me laissai tomber sur une chaise sans répondre. Des pleurs, des enfantillages, reprit le maître d'armes d'un ton brutal. Tout cela ne prouve rien. Voyons, vite, que s'est-il passé? Alors je lui racontai dans tous ces détails, toute l'horrible scène du cabinet. À mesure que je parlais, je voyais la physionomie de Roger s'éclaircir. Il ne me regardait plus du même air, rogue. Et à la fin, quand il eut appris comment, pour ne pas le trahir, je m'étais laissé chasser du collège, il me tendit ses 2 mains ouvertes et me dit simplement « Daniel, vous êtes un noble cœur. » À ce moment, nous entendîmes dans la rue le roulement d'une voiture. C'était le sous-préfet qui s'en allait. « Vous êtes un noble cœur, reprit mon bon ami, le maître d'armes, en me serrant les poignets à les briser. Vous êtes un noble cœur. Je ne vous dis que ça. Mais
vous devez comprendre que je ne permettrai à personne de se sacrifier pour moi. Tout en parlant, il s'était rapproché de la porte. Ne pleurez pas, monsieur Daniel. Je vais aller trouver le principal et je vous jure que ce n'est pas vous qui serez chassé. Il fit encore un pas pour sortir, puis revenant vers moi, comme s'il oubliait quelque chose. Seulement, me dit-il à voix basse, écoutez bien ceci avant que je m'en aille. Le grand Roger n'est pas seul au monde. Il a quelque part une mère infirme dans un coin. Une mère, pauvre sainte femme. Promettez-moi de lui écrire quand tout sera fini. C'était dit gravement, tranquillement, d'un ton qui m'effraya. Mais que voulez-vous faire? M'écriai-je. Roger ne répondit rien. Seulement il entrouvrit sa veste et me laissa voir dans sa poche la crosse luisante, excusez-moi, d'un pistolet. Je m'élançai vers lui tout ému. Vous tuez, malheureux? Vous voulez vous tuer? Et lui très froidement. Mon cher, quand j'étais au service, je m'étais promis que si jamais, par un coup de ma mauvaise tête, je venais à me faire dégrader, je ne survivrais pas à mon déshonneur. Le moment est venu de me tenir parole. Dans 5 minutes, je serai chassé du collège, c'est-à-dire dégradé. 1 heure après, bonsoir. J'avale ma dernière prune. En attendant cela, je me plantai résolument devant la porte. Eh bien non, Roger, vous ne sortirez pas. J'aime mieux perdre ma place que d'être cause de votre mort. Laissez-moi faire mon devoir, me dit-il d'un air farouche. Et malgré mes efforts, il parvint à entr'ouvrir la porte. Alors j'eus l'idée de lui parler de sa mère, de cette pauvre mère qu'il avait quelque part dans un coin. Je lui prouvai qu'il devait vivre pour elle, que moi j'étais à même de trouver facilement une autre place, que d'ailleurs dans tous les cas nous avions encore 8 jours devant nous et que c'était bien le moins qu'on attendit jusqu'au dernier moment avant de prendre un parti si terrible. Cette dernière réflexion parut le toucher. Il consentit à retarder de quelques heures sa visite au principal et ce qui devait s'ensuivre. Sur ces entrefaits, la cloche sonna. Nous nous embrassâmes et je descendis à l'école. Ce que c'est que de nous. J'étais entré dans ma chambre désespéré. J'en sortis presque joyeux. Le petit chose était si fier d'avoir sauvé la vie à son bon ami, le maître d'armes. Pourtant, il faut bien le dire, une fois assis dans ma chaire, et le premier mouvement de l'enthousiasme passé, je me mis à faire des réflexions. Roger consentait à vivre. C'était bien. Mais moi-même, qu'allais-je devenir après que mon beau dévouement m'aurait mis à la porte du collège? La situation n'était pas gaie. Je voyais déjà le foyer singulièrement compromis, ma mère en larmes et monsieur Essette bien en colère. Heureusement, je pensais à Jacques. Quelle bonne idée sa lettre avait eu d'arriver précisément le matin. C'était bien simple après tout. Ne m'écrivait-il pas que dans son lit? Et il y avait place pour 2. D'ailleurs, à Paris, on trouve toujours de quoi vivre. Voilà, c'est ainsi que se termine cette partie de lecture de ce livre, Le Petit Chose. J'espère vous retrouver très prochainement pour la suite de la lecture. En attendant, je vais vous lire une petite citation. Donc, à 15 ans, 20 ans tout au plus, on est déjà achevé d'imprimer. D'Alphonse Daudet. À très bientôt. #VBN.